Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le point lecture de tous les titres que j'ai lus dans le courant du mois d'août. J'ai lu plutôt pas mal, voilà, j'ai fait le choix de regrouper tous ces titres en une seule vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue, je vais essayer d'être assez synthétique sur chacun des titres. Si jamais pardon, excusez-moi, je bug. Si jamais il y a certains des titres qui vous intéressent davantage, je fais également des chroniques, des avis lecture, je préfère appeler ça comme ça, plus détaillés sur chaque titre sur mon compte Instagram. J'ai un petit peu de retard dans les mises en ligne, mais sachez que tôt ou tard, tous ces titres seront tous chroniqués sur mon compte Instagram. Je vais commencer par la lecture graphique qui m'a accompagnée tout au long du mois d'août, titre que vous avez déjà vu dans le point lecture précédent. Il s'agit des tomes de One Piece, du tome 10 au tome 21. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de chaque tome, hein, ça n'a pas grand intérêt. Sachez juste qu'avec Dorian, nous poursuivons notre route vers le tome 100 qui paraîtra vers le mois de décembre. On n'y sera pas, je pense, au tome 100 en décembre, mais c'est pas grave, on continuera, puis on arrivera quand on arrivera. Dans ces tomes, dans ces 11 ou 12 tomes, plutôt 12 je pense, on va suivre principalement l'arc de Arlong et puis également l'arc d'Alabasta qui suit. Je prends toujours beaucoup de plaisir à cette relecture. L'arc d'Arlong est un arc que j'aime beaucoup, très émouvant, très touchant par bien des points. L'arc d'Alabasta est un arc que j'aimais moins à ma première lecture. Je dois bien avouer que j'ai pris tout autant de plaisir à le redécouvrir ici. Des combats toujours très sympas, des personnages hauts en couleur avec des fruits du démon qui donnent des pouvoirs assez originaux, un équipage dont les liens se resserrent, quelques petites astuces scénaristiques que Oda va utiliser régulièrement, des flashbacks, la séparation de l'équipage à chaque fois qui vont se retrouver à devoir affronter différents personnages, à vivre diverses aventures de manière un petit peu plus indépendante. Une des vraies forces de One Piece, ça reste son équipage et tous ses personnages, notamment ici, mention spéciale pour Mr. Two, c'est le personnage que vous avez ici, qui est un méchant, on va dire, que moi j'aime beaucoup, très excentrique, très drôle. Et puis on fait la rencontre de Robin ici, qui sera un personnage qui aura son importance dans un arc prochain. Voilà, on poursuit la lecture avec Dorian, j'en dirai rien de plus, c'est une série que j'aime beaucoup, c'est une série chouchoute de mon cœur, et je suis ravie d'en poursuivre la lecture. Tout au long de ces semaines avec Dorian, on se lit 3 tomes par semaine. C'est un rythme assez soutenu, je trouve, et puis voilà, on s'amuse beaucoup à redécouvrir tout cet univers. On va passer maintenant au roman. Je vais d'abord vous parler d'un abandon. Je vais être assez rapide autour de ce titre parce que voilà, j'ai pas forcément envie d'en parler très longtemps. J'ai abandonné le tome 2 des Royaumes démoniaques de Christopher Evrard, c'est de l'auto-édition. Alors tout d'abord, mention spéciale à l'objet livre, hein, qui est tout aussi réussi que le tome 1, une très jolie couverture, un papier super agréable, c'est un ouvrage très fluide. On a des cartes, on a des illustrations, et puis on a également une bande son qui est proposée à la fin pour accompagner la lecture. Ici c'est de la fantasy, alors l'auteur le met en dark fantasy. Je suis pas forcément d'accord, en tout cas pas, je trouve pas sur le tome 1. On a quelques scènes un petit peu dures, mais pour moi ça reste de la fantasy assez classique somme toute. Dans le tome 1, peut-être ne vous rappelez-vous pas forcément de mon avis, j'avais bien aimé ce tome 1, franchement je l'avais trouvé un peu introductif et j'attendais de voir ce que ça allait donner par la suite. Et malheureusement sur ce tome j'ai lu à peu près 70 pages et j'ai abandonné ma lecture pour une raison très simple qui est que je me perdais complètement au milieu des personnages, des noms de lieux, des surnoms des personnages. Il n'y a pas de remise en contexte au début, alors quand bien même j'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis un petit peu paumée dans ce tome, je ne prenais pas de plaisir à ma lecture, donc j'ai fait le choix, d'arrêter ma lecture tout simplement. Je n'avais pas envie de retourner à l'intérieur, donc voilà, j'ai fait le choix d'arrêter. On suit ici vraiment les événements qui arrivent juste après la fin du tome 1. Voilà, donc je ne vais pas m'apesantir plus que ça. Si vous aimez la fantasy classique avec beaucoup de personnages, voilà, moi je vous invite malgré tout à découvrir au minimum le tome 1. Voilà, ça vous donnera une idée de si le genre, si l'histoire proposée vous intéresse ou pas. Moi je dois bien avouer que sur ce tome 2, je me rends compte que j'ai décroché beaucoup trop vite pour avoir envie d'insister et
de prolonger en tout cas ma lecture, voilà, mais n'hésitez pas à découvrir ce titre malgré tout, ne serait-ce que pour vous faire votre propre opinion. C'est pas parce qu'avec moi ça l'a moyennement fait qu'avec vous ça ne le fera pas. Ensuite, deuxième lecture, en e-book cette fois-ci, c'est donc l'auteur qui m'a envoyé ce titre. J'ai lu D'ombre et de cendres de Jérôme Kamedeskas, c'est publié aux éditions Crainte Chimère, donc je l'ai lu en e-book. Je remercie l'auteur de me l'avoir envoyé. C'est un titre sur lequel je fondais beaucoup d'espoir. Donc on y suit une jeune demoiselle qui est donc esclave d'une famille très influente au sein de l'endroit dans lequel elle habite. Elle est esclave, mais pas que, elle est également espionne, elle a été formée pour espionner pour le compte de la famille pour laquelle elle travaille, pour le compte de la famille qui donc la maintient en esclavage. Elle est espionne, mais elle doit également donc, obéir bien évidemment en tout point à sa famille et elle doit réaliser tout un tas de missions ou d'activités qu'elle doit réaliser au nom de sa famille. Donc c'est un vrai univers de dark fantasy, là pour le coup je trouve qu'on est vraiment complètement dedans. L'univers dépeint par l'auteur il est vraiment très très noir, très très sale. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment très mauvais, très méchants. L'ambiance générale elle est assez glauque, donc je trouve qu'en termes de dark fantasy on est plutôt pas mal. Au niveau de l'écriture de l'auteur, moi j'ai plutôt bien apprécié. J'ai trouvé que l'écriture était agréable, fluide, que ça se lisait assez bien. J'ai pas relevé de fautes non plus dans l'e-book que j'ai eu, donc c'est plutôt une bonne chose également pour une petite maison d'édition. Au niveau de la lecture, c'était plutôt bien parti. J'ai beaucoup aimé toute la première partie du roman. On va suivre dans chaque chapitre, en fait, ça m'a un petit peu fait penser à des nouvelles. Chaque chapitre, on va suivre notre héroïne qui va avoir soit une mission ou une tâche à accomplir au nom de sa maison, et ça permet ainsi à l'auteur de déployer l'univers tranquillement, de nous exposer, de nous décrire l'univers, mais également les personnages, et puis les liens également politiques qu'il y a au sein même de cette famille, puisqu'il y a pas mal de tensions apparentes et également sous-jacentes, hein, qui ne sont pas forcément explicitées à l'ensemble du grand public. Donc toute cette première partie-là, avec alors je ne sais plus combien il y a de chapitres qui tournent autour de ça, où j'avais l'impression de lire à chaque fois une nouvelle. Moi j'ai beaucoup apprécié cette partie-là. Et puis sur la deuxième partie du roman, l'auteur installe un fil narratif en fait, lié à notre héroïne principale. Fil narratif auquel malheureusement j'ai assez vite décroché. Je n'ai pas forcément vraiment été très intéressée par ce qu'il me proposait sur la deuxième partie. Il y a également des nouveaux personnages qui vont rentrer en jeu, qui m'ont un petit peu perdue. Et je dois bien avouer que moi, souvent, je me rends compte dans les histoires de fantasy que je lis, quand on insère trop la présence des dieux au sein de récits, j'ai tendance à décrocher. Je ne sais pas pourquoi, c'est une thématique qui ne me branche pas du tout. Et je ne vous dirai pas dans quel contexte ni comment ça se passe, mais il y a également cette chose-là, voilà, l'intervention ou l'apparition de Dieu. Et moi, j'avoue que ça m'a à nouveau fait un petit peu décrocher. J'ai fini le roman un petit peu en travers, en diagonale plutôt. Et voilà, j'ai été assez déçue malheureusement parce que du coup l'auteur a pris une orientation qui moi ne me convenait pas. C'était pas vers ça que j'avais envie qu'il aille, mais bon voilà, je pense que ça peut plaire également à beaucoup d'autres personnes. Donc voilà, à nouveau n'hésitez pas à découvrir eh bien, des titres qui sont parfois de plus petites maisons d'édition. Et là je ne doute pas que notamment ce titre peut tout à fait plaire à beaucoup de lecteurs de fantasy. Ensuite, je vais vous parler d'une petite lecture qui a été fort sympathique. C'est, oui, une romance, ça faisait longtemps que vous n'en aviez pas vu sur ma chaîne. C'est Infiniment, le tome 5 de la série Lucky Arbor de Gilles Chalvis. C'est publié chez Milady. Cette édition-là n'est plus disponible. Hein. Je crois que les tomes, vous les trouvez maintenant sous de nouvelles magnifiques couvertures avec des hommes torse-poil. Ce qui est bien dommage parce que je trouve que, j'irai pas jusqu'à dire que ça fait contenu mensonger, mais je trouve que cette couverture est bien plus adaptée à ce type de romance. Pour moi, c'est de la romance cocooning, de la romance doudou. C'est-à-dire de la romance qui n'est pas forcément hyper originale, mais avec laquelle vous allez passer un bon moment. Ici, on va faire la rencontre donc d'une demoiselle qui s'appelle Amy. Elle est serveuse dans le bar qui est à Lucky Arbor. Et elle va rencontrer Matt Bowers, le garde forestier de Lucky Arbor. Voilà, je ne vais pas spoiler en disant qu'il va y avoir une romance entre ces deux personnages. C'est zéro surprise, vous allez le savoir très très vite. Voilà, comme je disais, c'est une romance cocooning. Il y a du cliché, il y a de la scène de sexe explicite, il y a une thématique sous-jacente à cette histoire qui est
les jeunes adolescents fugueurs. C'est une thématique qui est effleurée clairement, hein, qui n'est pas du tout approfondie, mais bon, c'est pas du tout ce qu'on attend de ce genre de texte. On va retrouver plusieurs personnages de Lucky Arbor qu'on a vus dans les tomes précédents. Ça, c'est toujours sympa aussi, ça donne un fil conducteur dans les différents tomes, c'est très agréable. C'est une lecture cool, c'est une romance plutôt cool également, mais soyons honnêtes, ça casse pas trois pattes à un canard, honnêtement. C'est pas très original, il y a beaucoup de répétitions. Voilà, moi j'ai passé un bon moment, ça a fait le job. Je lirai pas la suite parce que je sais plus combien il y a de tomes, je suis même pas sûre qu'ils soient tous sortis en français. J'avais eu l'occasion de trouver les 5 premiers tomes en brocante, je crois. Donc je les avais achetés. Je savais très bien quand j'ai démarré cette histoire dans quoi je me lançais. Donc voilà, en connaissance de cause, ça m'a fait passer un moment agréable. Ça m'a vidé la tête et c'était exactement ce que j'en attendais. Donc en ça, ça a fait le job. Est-ce que je m'en rappellerai dans quelques semaines, voire quelques mois? Ça, c'est absolument pas certain non plus, mais en tout cas, sur l'instant, c'était plutôt très agréable. Voilà. Dans la série de Lucky Arbor, franchement, le tome que j'ai préféré, c'est resté le premier, je crois, et le troisième. Voilà. Après, le reste, c'est beaucoup plus anecdotique. On va retourner en e-book, puisque j'ai lu un deuxième e-book qui m'a été envoyé par un auteur. C'est celui-ci, Le cas Van Noorden de Raphaël Passerin, publié aux éditions Duval. Celui-ci, il est chroniqué sur mon compte Instagram. Donc ici, c'est un roman policier à la Agatha Christie-like, j'aurais tendance à dire, puisqu'on va rencontrer tout au début de l'histoire, en fait, le premier chapitre, ce sont des policiers qui découvrent une scène de crime. On va faire un flashback. Premier chapitre, on va donc rencontrer des jeunes adultes qui sont invités par l'un d'entre eux à un dîner. Voilà, ils ne se sont pas vus depuis quelque temps et ils attendent un dernier homme qui doit venir les rejoindre lors de ce repas. À un moment, il y a une des demoiselles présentes, enfin ou la seule femme présente d'ailleurs, qui doit aller aux toilettes et elle va découvrir un corps dans une pièce. Voilà, l'histoire va démarrer comme ça. On va donc majoritairement rester dans cet appartement, pas tout le temps, mais en grande majorité. On est donc sur un quasi huis clos que j'ai trouvé moi plutôt bien mené, plutôt bien construit, assez addictif également. Je ne vous cache pas que j'ai soupçonné tout au long de l'histoire tout le monde, tous les personnages y sont passés. Hein, l'auteur nous fait bien douter de tout un chacun. J'avais envie, en tout cas moi, de connaître la fin, de savoir qui, quoi, comment. C'était vraiment très chouette. Tout le monde est suspect. Il n'y a pas de... Aucun n'échappe à ça. J'ai passé un très bon moment. Petit bémol, voilà, il y a un certain nombre de choses que j'ai trouvées pas très réalistes, pas très crédibles. Des dialogues également pas forcément toujours très naturels, pas trop construits en fait, voilà, pas assez dans l'instantanéité, des choses qu'on se dirait pas forcément à l'oral. Il y a quelques facilités au niveau de l'histoire, des choses où je me suis dit, bon, dans la réalité, ça se passerait pas du tout comme ça, mais là, c'est passé très bien, nickel dans la lecture. Juste au début de l'histoire, j'avais un petit peu de mal au début à vraiment bien identifier qui était qui. Après, au bout d'un moment, ça se fait malgré tout assez vite. Hein. Le roman est assez court. J'ai passé, comme je disais, un très bon moment. Je garde, au moment où je vous parle de ce titre, un très bon souvenir de cette lecture. Voilà, quelques facilités. Mais bon, voilà, globalement, à nouveau, un peu comme Lucky Arbor, le cas Van Noorden a fait le job. J'ai passé un très bon moment. C'est un roman assez court, parce que je crois qu'en e-book, on est aux alentours de 150-180 pages. Donc ça s'est lu assez vite. Et franchement, je prendrai grand plaisir à lire d'autres titres de cet auteur s'il propose autre chose plus tard. Je pense qu'il y a possibilité pour lui de faire d'autres choses à nouveau, puisque je trouve qu'il y avait des idées vraiment avec un petit peu de potentiel, je pense, à l'intérieur de ce texte. En tout cas, voilà, j'ai passé un très bon moment. Si jamais vous avez l'occasion de le découvrir, franchement, allez-y. C'est un texte, je pense, sans prétention, mais avec lequel moi j'ai passé un très chouette moment. Donc voilà, je ne peux bien évidemment que vous le recommander. On a terminé pour les e-books. Je vais donc continuer. Alors c'est le point lecture très éclectique. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu, je pense, autant d'éclectisme dans mes lectures, mais c'est à nouveau très chouette. Un tome 2, je vais donc vous parler de Honni soit-il de Patricia Le Sauce. C'est publié aux éditions Elixiria et j'ai lu le tome 2 qui s'intitule Comme. Alors ici dans ce tome 1 dont je vous ai parlé le mois dernier, on va rencontrer Amélia, une jeune adolescente qui est orpheline, qui vit dans un couvent.
Elle a son petit caractère, hein, et le jour, lorsqu'arrivent ses premières règles, son premier sang, la tradition dans ce couvent veut que j'allais dire la reine-mère, pas du tout, hein, la sœur qui dirige le couvent, décide de vendre Amélia, enfin d'ailleurs comme toutes les autres jeunes filles du couvent, hein, elle les vend, et Amélia est vendue au bourreau d'Aix-en-Provence. Donc dans le premier tome, on va découvrir, ce que j'avais beaucoup aimé, hein, tout l'univers des bourreaux que je ne connaissais finalement que très peu. C'était super intéressant. Dans ce tome 2, on retrouve à nouveau la dimension historique, hein, autour des bourreaux. On va continuer, en tout cas moi j'ai continué d'en apprendre à nouveau beaucoup. Je trouve qu'en termes d'histoire, c'est de l'impression que j'en ai en tout cas bien documenté et bien inséré dans l'histoire. Le personnage d'Amélia dans ce tome 2 m'a énervé. J'avais envie de la claquer, de la secouer. Je l'ai trouvée dans ce tome particulièrement insupportable et agaçante. Elle ne réfléchit à rien, elle prend des décisions en dépit du bon sens, sans absolument aucune réflexion. Elle a également un rapport à la religion qui m'a fortement agacée, qui n'est pas du tout le mien. Donc voilà, ça à ce niveau-là, ça a été un petit peu contrariant, on va dire. Voilà, je disais donc lecture très réaliste, hein, on est vraiment plongé dans la France du XVe siècle. C'est toujours comme le premier tome, c'est super addictif. Par contre, ça va très vite, il se passe beaucoup de choses. Peut-être à nouveau un petit peu trop vite. Je pense que le texte aurait gagné à avoir un petit peu plus d'épaisseur, un petit peu plus de narration et d'explication, peut-être historique d'ailleurs, hein, par rapport au contexte. Je trouve que les événements qui s'enchaînent vont très vite. Ça manque peut-être aussi un petit peu d'explication au niveau de la psychologie des personnages, mais bon. Ça passe tout seul, ça se lit tout seul. Ça fait à peine 250 pages. C'est écrit assez gros quand même. Donc moi je l'ai lu en une après-midi, hein. Voilà, c'est très intéressant, j'aime beaucoup, et je lirai donc les tomes 3 et 4 qui sont dans ma pile à lire, puisque c'est une amie qui me les a prêtés, et donc elle m'avait prêté les 4 tomes, donc j'ai les 2 autres tomes à lire. Je lirai la suite avec grand plaisir. Et je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je lis ce texte, j'ai la musique d'Angélique, Marquise des Anges, dans la tête. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Est-ce que c'est le côté historique? Est-ce que c'est parce qu'on suit un personnage féminin fort et courageux, qui doit affronter énormément d'événements dans sa vie? C'est possible, mais sachez que quand je lis Honni soit-il, j'ai la musique d'Angélique, Marquise des Anges dans la tête. Je ne peux pas faire autrement. Voilà. Mais je vous incite fortement à découvrir cette série que moi je n'avais jamais vue nulle part et avec laquelle je passe également un excellent moment. En plus, c'est de l'historique sur une thématique finalement originale et qu'on voit peu. Donc voilà, franchement, je suis très agréablement surprise et je passe un très chouette moment. Lecture suivante. On continue, c'est complètement autre chose. J'ai lu le 3e tome de Sarah Guerrigen, de la trilogie Sarah Guerrigen. C'est L'île du diable de Nicolas Beuglet, publié chez Pocket. C'est donc la suite de Complot que vous avez vu il y a peu. Complot était assez gros, ici c'est un livre beaucoup plus petit. Alors je ne peux pas trop vous dire de vous donner un résumé, sachez juste qu'on est sur la suite directe des événements de Complot. Je vous invite à ne pas forcément, si j'étais en train de regarder la 4e, ça va encore, il n'y a pas de spoil par rapport au tome 2 et à la fin du tome 2. On va suivre donc Sarah suite aux événements du tome 2 et sachez simplement que ce tome 3 va tourner autour de l'histoire familiale de Sarah Guerrigen. Et moi j'ai passé un excellent moment à nouveau avec ce tome. Tout comme dans le tome 2, on a un rythme, j'allais dire trépidant. Oui, il se passe énormément de choses, ça s'enchaîne très vite, ça va vite, c'est hyper addictif, les chapitres sont courts. Et Nicolas Beuglet, quasiment à la fin de chaque chapitre, vous avez une petite phrase qui va vous donner immédiatement envie de lire le chapitre suivant. Donc vous ne le lisez pas, vous le bouffez, hein, clairement. Ça se lit très vite, c'est addictif, globalement c'est bien écrit, ça passe tout seul. Et encore une fois, Nicolas Beuglet va aborder un sujet que je ne connaissais pas du tout, un petit peu comme dans les autres tomes. À chaque fois je me demande, du coup j'ai très envie de lire d'autres titres de Nicolas Beuglet. Je me demande s'il fait ça à chaque fois. Est-ce qu'il utilise comme ça un événement historique très précis qu'il intègre à son histoire? Là franchement ça se passe, il fait ça très bien, très intelligemment. Il explique cet événement historique et l'histoire de Sarah va s'intégrer avec cet événement. C'était super bien fait, super intéressant. À nouveau, on voit encore que l'être humain n'est pas toujours... et vraiment
n'est pas, j'allais dire, n'a pas forcément un bon fond en permanence, hein, franchement, encore une fois, malheureusement. Oui, l'humanité n'est pas forcément très bien représentée dans ce roman, à nouveau. C'était vraiment très chouette, j'ai passé un très bon moment. Moi, je trouve qu'il est un tout petit peu en dessous de Complot. Pour moi, le meilleur de la trilogie, c'est Complot. J'aimerais bien qu'il fasse un tome 4. Voilà, pour le moment, il n'y a que 3 tomes. Je crois qu'il est parti sur autre chose. Mais moi, je serais ravie de retrouver Sarah dans une autre histoire. Mais c'était très chouette et franchement, je vous recommande vraiment cette, pour le moment, trilogie. Petit level en plus pour Complot, mais les 3 tomes sont vraiment très chouettes. Je trouve que ça va. Je trouve que le Cris est le moins bon, Complot est le meilleur et l'Étudiable pour moi est entre les deux. Je vous recommande, c'est très chouette, ça se lit tout seul. Voilà, allez-y si vous n'avez pas encore lu. Alors moi, vous savez, je suis un petit peu psychorigide sur l'ordre de lecture. Par contre, je vous recommande quand même de lire Le Cris d'abord parce que si vous démarrez par l'Étudiable, vous allez vous faire spoiler une partie de Complot. Et ce serait, je pense, dommage. Vraiment, vraiment dommage. Complot mérite vraiment d'être découvert sans rien savoir. Voilà, vraiment. Ça n'en sera que meilleur. Voilà, j'ai donc... on va donc passer... J'ai bugué. Excusez-moi, on va donc passer aux 2 meilleures lectures du mois d'août, qui sont 2 lectures de science-fiction. Je disais, c'est vraiment l'update, décidément, de l'éclectisme. Je me lance dans des mots compliqués aussi. On va d'abord démarrer par le tome 1 d'Andrea Corte, Émissaire des morts de Adam Troy Castro, publié chez Albin Michel dans leur collection Imaginaire. C'est un titre que la maison d'édition m'avait envoyé. Je la remercie grandement de me l'avoir envoyé parce que j'ai passé un excellent moment. On va donc ici y rencontrer Andrea Corte. C'est une jeune femme qui est procureure pour... est-ce qu'on a le nom ? Elle est, je ne sais plus, oui, pour le corps diplomatique, c'est ça. Elle est procureure pour le corps diplomatique, donc elle va être envoyée sur des planètes extraterrestres pour solutionner des affaires, élucider des crimes dans lesquels des êtres humains ont été impliqués, soit en tant que victimes, soit en tant que coupables. J'ai lu ce titre en lecture commune avec Caroline de Carolive, Laetitia du Conte Galaë, Dorian Monsieur Cabric et Peggy du Conte Pingouin 78, je crois. J'essaierai de mettre tous leurs comptes Instagram et ou YouTube dans la barre d'informations, sachant que nous sommes également là actuellement au moment où je tourne cette vidéo en train de lire le tome 2. Donc, ce roman est composé tout d'abord de 4 nouvelles, puis le roman Émissaire des morts. Donc, les 4 nouvelles sont dans l'ordre chronologique de l'histoire d'Andrea Corte. Nous avions décidé de lire une nouvelle par jour. C'était, je pense, la meilleure des options. Puisqu'en enchaînant ces 4 nouvelles à un jour d'intervalle, pourtant, on a quand même eu ce sentiment par moment d'avoir des redites. Ce qui est tout à fait logique, hein, puisque l'auteur, quand il a publié ces nouvelles, elles étaient publiées de manière indépendante, alors que là, nous, on les a regroupées dans un seul tome. Donc c'est vrai que par moments, surtout quand on est arrivé au roman, du coup, où l'auteur réexpliquait un certain nombre de choses que nous, on avait déjà lu 4 fois, ça c'était juste le seul petit bémol, mais qui n'est absolument, pour lequel l'auteur n'a aucune responsabilité. Hein. C'est la construction du recueil, on va dire, qui donne cette sensation. Moi, j'ai préféré la première nouvelle, c'est celle, en tout cas pour moi, qui a eu la fin la plus impactante, celle qui aussi peut-être m'a posé le plus de questions d'un point de vue philosophique. Dans le roman, Andrea va arriver sur une planète extraterrestre et elle y a donc eu 2 morts et elle va devoir élucider ces 2 morts. De manière générale, j'ai trouvé que l'écriture de l'auteur, même si elle n'est pas forcément compliquée, il y a quand même une certaine densité. Voilà, c'est pas le genre de texte que vous pouvez vous permettre de lire 2 ou 3 pages par-ci par-là et puis d'y revenir plus tard. Non. Il faut vraiment prendre le temps de s'immerger et vraiment de lire les chapitres ou des demi-chapitres d'une traite, parce que sinon vous passez à côté je pense, des qualités du roman. On est sur quasiment un thriller procédural, hein, si vous ne connaissez pas le terme. C'est un peu comme dans les séries télé, genre New York Police Judiciaire, où vous avez un crime, une enquête et jusqu'au procès. Donc là, on ne va pas aller jusqu'au procès, mais en tout cas, on a l'enquête. On va avoir Andrea Corte qui va rencontrer les différents protagonistes, qui va les interviewer. On va la suivre dans son enquête. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, ça va suivre un rythme très linéaire. Il n'y a pas forcément énormément de rebondissements. Voilà, jusqu'au dénouement final qui est effectivement assez surprenant. L'auteur nous maintient le suspense jusqu'au bout. Les questions philosophiques également qu'il pose sont
très intéressante. Enfin voilà, vous comprenez que c'était une très bonne lecture. Je vous recommande vraiment ce texte si vous ne le connaissez pas, si vous êtes passé à côté. Je n'ai vu moi de mon côté que des retours positifs. Je me joins hein, à la globalité de tous ces retours positifs. C'est vraiment une excellente lecture. Voilà, on est en train de lire le tome 2, donc vous vous doutez bien qu'on a beaucoup aimé. Et franchement, n'hésitez pas à aller lire Andrea Corte, Émissaire des morts. Voilà. Je pense que vous passerez également un très bon moment. Par contre, je ne sais pas si on peut le recommander aux gens qui n'ont jamais lu de science-fiction. Alors, j'allais dire il est gros, mais il y a quand même les 4 nouvelles hein, qui prennent pas mal de place. C'est pas compliqué du tout à lire. Du tout. Donc je pense que pour les débutants, ça peut être pas mal, même si c'est un peu gros. Enfin, il y a quand même les 4 nouvelles pour démarrer. Et dernier titre également qui a été une excellente lecture, à nouveau de la science-fiction, c'est Les Gardiens du dessin de Florestan Demours. C'est publié aux éditions Critique qui m'avait envoyé ce titre. Je les en remercie grandement. Ça a été une excellente lecture, une très belle surprise. On a donc cette sublime couverture. Alors, il faut reconnaître quand même que l'ouvrage, le travail éditorial des éditions Critiques, il est vraiment très réussi. Alors, moi, j'adore hein, ces couvertures qui se prolongent comme ça. On est sur des illustrations de Benjamin Carré. Voilà. Ici, dans Les Gardiens du dessin, alors, il faut déjà savoir qu'à la base, ce roman, quand l'auteur a proposé ce roman, il s'agissait de 2 romans. Donc, la maison d'édition a choisi de regrouper les 2 titres dans un seul. Donc là, on a une belle bricasse de un petit peu plus de 800 pages qui regroupe les 2 textes. Sachant que, alors, j'ai pas retrouvé où c'était, mais effectivement, il y a un moment dans le roman papier, un endroit, je crois, où c'est écrit... deuxième partie ou deuxième roman, enfin voilà, on voit vraiment une scission entre les 2 parties. Sachant que ça se suit, il n'y a aucun laps de temps entre les 2 parties. Au début de l'histoire, on va suivre 3 personnages. On va tout d'abord suivre un homme politique qui est candidat à l'élection est-ce qu'il y a le nom? Voilà, l'élection à la chancellerie, qui est donc la structure qui gère hein, la majorité des planètes humaines. On va suivre une jeune femme qui est scientifique et qui est sur une planète, toute seule sur une planète extraterrestre. Elle est à la recherche de quelque chose de très précis et donc elle mène son enquête toute seule sur cette planète, ses recherches scientifiques. Et on va suivre également un 3e personnage qui est un homme, c'est un mercenaire. Et lui, il est également sur une planète extraterrestre et il est à la recherche d'un objet, lui, très précis pour son mandataire en fait. Ces 3 personnages, on va les suivre quasiment sur les 200 premières pages en alternance. Alors vous allez vous dire, c'est un petit peu long, c'est vrai, mais c'est le temps nécessaire à la mise en place de l'histoire. Vous vous doutez bien qu'il va y avoir un lien tôt ou tard hein, entre ces 3 personnages. Effectivement, ce lien va finir par arriver. Et la mise en place passée, on va se retrouver face à un auteur qui va nous proposer un roman avec des enjeux assez... planétaire, assez incroyable. D'ailleurs, sur tout ce roman, alors je pense qu'on est plutôt dans du planète opéra, je pense, puisqu'on va alterner, on va être sur différentes planètes. On va être ponctuellement dans l'espace, mais majoritairement sur différentes planètes extraterrestres. On est dans un univers qui est très riche, qui est très bien construit, un univers qui est j'allais dire, très étendu, vraiment dans un univers immense, un univers spatial assez incroyable. On va comme ça se promener d'une planète à une autre planète sans aucun souci, hein, avec des personnages qui sont bien campés, hein, des personnages qui sont intéressants, qu'on va suivre tout au long du roman. On n'est pas perdu parmi les personnages. Mon seul petit bémol, c'est que j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de chaleur au niveau des personnages. J'aurais aimé pouvoir m'attacher davantage à certains, ce qui n'a pas forcément été le cas. Sur ces 800 pages, il se passe beaucoup de choses. On est sur une action finalement assez linéaire, hein. Les événements vont s'enchaîner, il prend le temps de nous raconter beaucoup de choses, de nous raconter la psychologie des personnages. Il y a beaucoup d'événements qui m'ont vraiment surprise, vraiment surprise. C'est un roman qui a vraiment une ampleur interplanétaire hein, assez dingue. Pour un roman qui a priori est son premier roman, je suis assez bluffée, honnêtement, que ça soit sur la qualité de l'écriture. Alors, c'est moi, ce que j'ai aimé aussi avec ce titre au niveau de l'écriture, c'est qu'on n'est pas sur un auteur qui va nous proposer une écriture complexe.
vraiment pas du tout. J'ai trouvé que l'écriture, elle était tout à fait accessible. Alors, elle n'est pas simpliste, loin de là, mais parfois, vous savez, on a des auteurs qui vont faire des circonvolutions, etc. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas forcément beaucoup. Là, on n'est pas du tout dans ça, on est sur une écriture beaucoup plus efficace. Et moi, ça m'a beaucoup plu. On n'a pas du tout de hard science non plus, on a quelques concepts scientifiques proposés, mais ça reste très soft, puisque moi, la hard science, c'est pas du tout ma came. Je ne suis pas du tout scientifique pour dessous. Alors, ce qu'il propose et ce qu'il explique, honnêtement, je n'ai aucune compétence pour vous dire si c'est réaliste ou pas. En tout cas, moi, de ce qu'il m'en a expliqué et de ce que j'en ai compris, ça m'a paru crédible. Voilà, après, au-delà de ça, je ne suis pas assez calée pour pouvoir vous dire si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a paru tout à fait crédible dans le cadre de l'histoire. J'ai eu une lecture très agréable. Voilà, mon seul bémol, c'est sur ce côté un petit peu attachement au personnage, où j'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus d'empathie pour eux, mais vraiment c'est une très bonne lecture, c'est une très jolie surprise, et franchement je relirai d'autres titres de cet auteur avec vraiment beaucoup de plaisir. Franchement, c'est donc le troisième titre que je lis des éditions critiques après les deux Romain Benassaya, et franchement pour le moment je suis vraiment pas déçue du contenu qu'il propose, que ça soit en termes de qualité d'ouvrage, en plus ils sont très agréables. Alors après c'est pareil, hein, je veux dire là on est sur voilà, hein, c'est 800 pages bien remplies, vraiment bien remplies. J'étais en vacances donc c'est vrai que j'ai vraiment pu prendre le temps de le découvrir et de l'apprécier tranquillement. Un petit peu comme le Andrea Cort, c'est aussi un texte qui est un petit peu, vous pouvez pas lire 3 pages par-ci par-là, quoi. Il faut vraiment vous immerger à l'intérieur pour vraiment appréhender tout. En tout cas c'était très chouette, beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements, vous avez compris, je vous le recommande aussi tout autant que le Andrea Cort. Voilà, je suis assez contente d'avoir réussi à tenir que 30 minutes pour vous présenter tous ces titres. Je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains de ces titres, ce que vous en avez pensé, que votre avis soit similaire ou différent du mien. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram si vous voulez voir des avis lecture un petit peu plus détaillés, ou me suivre au quotidien dans ma vie de lectrice, on va dire. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!